toutes et à tous, pour ce nouveau numéro de Lyon Politique, nous retrouvons aujourd'hui l'ancienne élue lyonnaise Karine Deniassos. Bonjour Karine. Bonjour. Le chercheur associé chez Triangle, Romain Mels. Bonjour Romain. Bonjour Alexis. Et mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Le sommaire du jour pour commencer, rétropédalage sur le cimetière de Charlie et sur le barrage de Francheville. Les écologistes feront-ils quelque chose de ce mandat? Étienne Blanc a été débarqué. Un président de groupe doit-il forcément être un bourreau de travail? L'État et la mairie pas responsables des malheurs des membres de Presqu'île en colère. Alors à qui la faute? Et puis doit-on conserver coûte que coûte Interpol à Lyon? On a beaucoup parlé sur ce plateau de la colère des maires de l'Ouest lyonnais et de cette fameuse menace du Métropole Exit qui avait poussé Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, à changer ses méthodes de travail, à renouer le dialogue avec les élus de proximité. Et puis cette semaine, la collectivité a annoncé qu'elle remettait à plat tout le processus de désignation du futur cimetière métropolitain. Le projet de Charlie reste sur la table, mais d'autres communes seront étudiées. Il y a aussi un rétropédalage sur le barrage de Liseron à Francheville qui, je cite, est remis en cause et ne se fera pas dans sa forme actuelle. Alors Karine, pour ouvrir le bal, est-ce que c'est inquiétant de voir les écologistes revenir sur autant de projets qui avaient été lancés avant eux, et puis dans le même temps de ne pas sembler en lancer d'envergure pour l'agglomération? Alors on a là le symptôme qu'on avait vu dès l'arrivée du nouvel exécutif, c'est cette difficulté à dialoguer avec les maires. Et lorsque l'on souhaite porter un projet, en tout cas dans ce que je comprends de grande transformation, c'est un préalable. On ne fait pas les choses tout seul, il faut être dans une relation avec les parties prenantes et les maires ont une légitimité de surcroît très particulière qui doit être de qualité. Alors, on voit une remise un peu en question de l'exécutif à ce niveau-là, mais ça n'est pas suffisant. Et la question en effet qu'on peut se poser, c'est vers quoi allons-nous avec ce mandat ? Sachant que nous avons aussi un rapport au temps qui est celui que nous connaissons très bien, 6 ans c'est court. Lorsque les choses ne sont pas enclenchées à 18 mois, on peut s'attendre à ce que les réalisations soient aussi courtes. Mais je crois que surtout, la difficulté, c'est que nous n'avons toujours pas compris où va cette métropole. Romain, effectivement, sur le nombre de rubans à couper par Bruno Bernard durant ce mandat, on risque d'être un peu short. Il y a bien les hôpitaux, enfin le métro B jusqu'aux hôpitaux sud, mais ça, pour le coup, il y est pour rien. Oui. Mais c'est lui qui coupera quand même le ruban. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le rayonnement et l'expansion de l'agglomération lyonnaise? Non, mais je pense que c'est un facteur structurant de la vie politique française qu'on coupe les rubans des projets qui ont été initiés avant. C'est arrivé à Gérard Collomb, même pendant très longtemps, alors qu'il était élu depuis déjà très longtemps, il coupait encore les rubans de Michel Noir. Ouais. Bon, Audrey Bombard, oui. La fête des Lumières. Bon, donc c'est tout à fait normal. Sur l'histoire de Charlie, je pense qu'effectivement ils ont été un peu pris à contre-pied parce que le maire de Charlie a changé 3 fois, qu'ils pensaient pas que ça deviendrait politique, et tout d'un coup ils se sont retrouvés avec une opposition qu'ils n'avaient pas vu venir. Et là effectivement il y a un peu d'amateurisme, mais enfin on peut penser que c'est pas si simple de gérer tout. Et puis par ailleurs ils lancent énormément de dossiers, peut-être même, je dirais plutôt moins l'inverse, un peu trop. Quand on voit les voies lyonnaises qu'ils annoncent tout de suite, le fameux téléphérique qu'ils ont annoncé très très vite, là ça fait beaucoup d'effets d'annonce, c'est plutôt est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de tous ces projets, et est-ce qu'ils seront là encore pour un deuxième mandat ou un troisième pour enfin tirer les marrons de leur feu. Mais alors Raphaël, justement, sur ces sujets qui sont lancés, on voit que il y a effectivement des consultations, des concertations, on refait des études, par exemple sur le métro, on a déjà plein d'études, mais on en refait au cas où. On tergiverse, est-ce qu'on n'en viendrait pas à se demander si on a la même définition que les écologistes de l'urgence, dans urgence climatique? C'est peut-être ça. Après leur discours, c'est qu'ils sont sur le temps long. Donc, quand on est sur la construction d'un métro, honnêtement, il y avait quand même un débat sur ce métro ligne E. Est-ce qu'il est prioritaire par rapport à d'autres, notamment qui pourraient desservir des quartiers populaires qui aujourd'hui ne le sont pas? On parle de Rieux, on parle des Minguettes. Voilà, il devrait y avoir des métros dans ces quartiers-là. Donc, qui reprennent le temps de mettre à plat les différents projets de métro pour dire lesquels ils vont retenir et comment ils vont les organiser sur les 2-3 prochains mandats. Je ne pense pas que ce soit choquant. À un moment donné, il va faire un choix. La question, c'est est-ce que ce choix sera ambitieux ou pas? S'il ne l'est pas, si on nous annonce qu'un petit bout de métro d'ici une dizaine d'années et puis le reste repoussé à plus tard, là, il y a une musique de déception qui peut commencer à s'installer. Les cimetières à Charlie, honnêtement, c'est un sujet qu'on n'avait absolument pas vu venir, nous non plus. On n'en a pas parlé dans la campagne. C'est pour le coup un sujet à long terme. Il y aura besoin dans 5 à 10 ans d'un nouveau cimetière, qu'il soit à Charlie ou ailleurs. Ce n'est pas un enjeu pour les habitants de la métropole. Mais ça installe cette petite musique de savoir est-ce qu'ils sont capables effectivement de porter les projets au bout. Je suis plutôt d'accord, il y en a en réalité
beaucoup qui sont lancés, mais ils sont sur du temps long. Il y a un plan collège aussi qui a été annoncé. Non, mais par exemple, sur le RSJ, là, le revenu de solidarité jeune, on voit bien qu'ils ont sorti un projet à partir de rien. Et ils attendaient, je crois, l'exécutif, ils attendaient de trouver dans les cartons quelque chose lancé par David Kimfeld qui était un peu sur ces projets. Et ils ont été surpris de voir qu'il n'y avait rien. Et que donc, ils ont monté un truc qui est effectivement, je vous l'accorde, pas un projet d'ampleur, mais qu'ils ont, parce que ça concerne 500 jeunes et tout, mais enfin qu'il a fallu sortir à partir de rien en quelques mois. Et qui fonctionne. Alors, dites-nous pourquoi ça fonctionne, pardon. Non, enfin, on ne peut pas vraiment dire encore que ça fonctionne. Le seul indicateur qu'on ait, c'est qu'il y a des gens qui sont sortis de ce processus, apparemment. Donc c'est très bien, c'est-à-dire qu'effectivement, ça serait un truc transitoire. Est-ce que ça fonctionne quand on est à 500 jeunes, alors qu'il doit en avoir 1 million? On ne peut pas vraiment dire que ça fonctionne. Il faut se souvenir que Collomb a eu le même problème dans son premier mandat. S'il avait des grands projets d'aménagement urbain, on n'a pas vu la confluence à la fin du premier mandat. C'était complètement en chantier. Et on a dit que ce qui avait sauvé le premier mandat de Collomb, c'était Vélove et les Berges du Rhône, qui ont été des choses qui ont été visibles et qui sont arrivées vraiment en fin de mandat. Moi, je pense qu'ils peuvent s'en sortir avec le plan vélo. C'est un marqueur qui est attendu. On a de plus en plus de vélos dans la ville. Ça commence à créer vraiment des bouchons. Si le dispositif est vraiment à la hauteur et arrive dans les temps, ce sera une réalisation très visible pour les écologistes. Karine, simplement pour conclure sur le sujet, vous pensez qu'effectivement avec les voies lyonnaises et puis potentiellement le téléphérique, si les recours ne sont pas trop nombreux, et il est prévu pour la fin du mandat, avec ces deux choses-là, ça peut suffire électoralement pour être potentiellement réélu? Alors, en effet, il faut encore une fois comprendre où nous allons. Et moi, je crois que c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui à appréhender, c'est que, sincèrement, on voit une ville qui est en déséquilibre. Ça ne signifie pas que la direction est mauvaise, c'est que simplement nous ne comprenons pas quel est l'objectif recherché au final. Et quand on cherche à transformer une ville, on peut accepter pendant un temps des congestions ou des choses ou des déséquilibres, mais pour savoir vers quoi. Et là, aujourd'hui, je crois que nous ne le savons pas. Sur la mobilité, c'est flagrant. C'est absolument flagrant. On a des vélos en ville, très bien. Pourquoi? Des vélos électriques de surcroît. Donc moi, j'ai quand même une question sur le fait que nous démultiplions les batteries des vélos électriques versus d'autres modes. On parle du téléphérique, ok. On parle d'un certain nombre de projets comme ça éparses, mais on ne comprend pas la globalité de la démarche et qu'est-ce qui est vraiment attendu, d'autant plus que nous sommes dans un calendrier politique qui est très mauvais et donc qui ne va pas en faveur des réalisations. Et c'est là où nous pouvons être un peu inquiets. Qu'est-ce qui va être de l'ordre du projet, de la réalisation versus, on va dire, d'un positionnement politique guidé par les législatives, les présidentielles. Et pourquoi vous trouvez que le calendrier est mauvais? Parce que le calendrier politique avec les législatives et les présidentielles politise les débats et ne permet pas à de grandes réalisations sur une métropole qui est d'une complexité et qui est nouvelle, où nous avons pour la première fois tout à faire, une matérialité en fait sur comment va se projeter cette métropole avec la conscience environnementale, avec un réseau des transports et de la mobilité qui se réinvente autrement. Et je crois que c'est ce qui pèse auprès de la population aujourd'hui. Les Grands Lyonnais ne comprennent pas, et les forces politiques en présence également non plus, les maires ne comprennent pas non plus, et c'est pour ça qu'ils doivent être des parties prenantes de ce changement. Nous ne comprenons pas ce que l'exécutif est en train de faire. Alors oui, quand on arrive, il faut faire un point de situation, il faut relancer des projets, tout ça demande une certaine ingénierie, une technicité. Néanmoins, la vision n'est pas claire. Je suis désolée, je trouve que la vision n'est pas claire, et pourtant, nous sommes tous d'accord avec cette conscience environnementale et le fait qu'il faut faire plus, puisque les phénomènes se sont clairement accélérés. La pollution est un problème. Ils ont plutôt annoncé clairement ce qu'ils allaient faire, mais dans les grandes lignes, on voit un peu où ils vont. On leur reproche plutôt de ne pas discuter et de ne pas amender leurs projets. De ne pas comprendre au ils sont plutôt transparents sur ce qu'ils vont faire. Dans la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut une ville pour tous. Cette ville devient inaccessible pour certains. Donc, quand vous faites des concessions en tant qu'habitant d'une ville, il faut savoir pour quelles raisons vous faites cet effort. Et c'est ça qui est incompréhensible. Et je ne dis pas que c'est simple au niveau politique, c'est juste que nous sommes sur un maire écologiste, un président de la métropole qui parle écologie, mais qui ne parle pas métropole de Lyon et ce que ça doit devenir pour tout le monde. Voilà. Oui, mais quand vous dites inaccessible, vous voulez dire par exemple les loyers. Mais l'encadrement des loyers, par exemple, c'est quelque chose qui est lancé par eux. Et c'est quand même, on voit bien ce que ça veut dire. C'est dire justement faire que certains, même les classes moyennes inférieures, puissent continuer à louer à Lyon ou à Villeurbanne.
Classe moyenne, oui. Aujourd'hui, lorsque l'on revoit un quartier comme celui de la Part-Dieu, où on était sur une mixité entre des logements, l'accès à l'emploi, une mobilité, on s'interroge. C'est un gros morceau de la ville. C'est un élément d'équilibre qui était important. C'est quelque chose qui avait été pensé. On a parlé tout à l'heure de la continuité. Le changement dans la continuité est une bonne chose. Gérard Collomb l'a fait, sur des bases qui avaient été mises par ses prédécesseurs. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faudrait que l'on puisse voir arriver aujourd'hui, avec une nouvelle vision qui correspond à des attentes. Parce que quand on est élu, c'est qu'on a répondu à des attentes. Donc on ne peut pas remettre en question ça. Et les nouvelles générations sont très en attente. Moi, je peux vous dire que autour de moi, j'ai des jeunes de 20-25 ans qui ont voté vert et qui sont déçus parce que ce n'est pas ce qu'ils avaient compris. Et ça, il faut le ramener à l'échelle d'un projet de ville et de métropole, c'est-à-dire l'environnement où vous vivez. Et c'est, je pense, ce qui, aujourd'hui, est le plus déstabilisant dans l'exécutif. Tout d'abord parce que vous n'avez pas ces discussions avec les maires, et ça, les maires restent, malgré tout, la jonction avec la population. Si eux-mêmes n'arrivent pas à être convaincus par un projet, ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais ça, c'est l'ancienne métropole, ça. Non. Parce que la nouvelle métropole, on ne parle pas aux maires, on a des projets métropolitains. On a les deux. On ne peut pas faire l'économie d'un dialogue avec les maires, avec la population. La métropole pourrait aussi se dire, puisque je suis élu, je n'ai pas de compte à rendre à la population, elle m'a élu une fois. Et non, évidemment, vous expliquez constamment ce que vous êtes en train de faire. Le maire reste un jalon important dans notre organisation démocratique. Ça ne signifie pas qu'il doit être forcément impliqué au moment de la décision, mais constamment informé pour être dans l'accompagnement du changement et de surcroît sur des transformations aussi conséquentes, avec une accélération importante dans la réalisation. C'est-à-dire qu'on a besoin d'effets et d'impact sur les mesures qui sont lancées. Mais vous voyez bien, je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'on s'est un peu éloigné du débat. Le débat est intéressant, mais on a plein d'autres sujets à évoquer. Et notre deuxième sujet, c'est dans quel état se trouve aujourd'hui la droite lyonnaise, puisque vous l'avez suivi avec nous et puis avec d'autres ces derniers jours. Le pouvoir a été renversé avec la démission un peu forcée d'Étienne Blanc de la présidence du groupe LR à cause de ses propos sur la France de Vichy. Et le problème, c'est que cette mise à l'écart ne fait pas l'unanimité. Alors Karine, vous, l'année dernière, vous faisiez partie des colistiers de Gérard Collomb, de Yann Cucherat, à avoir refusé l'alliance avec les Républicains. Si vous n'êtes plus élu aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait le choix de quitter les listes pour justement ne pas vous retrouver aux côtés d'Étienne Blanc. Est-ce que ça veut dire que cet épisode ne vous étonne pas ? Alors, je suis surprise, mais je ne suis pas étonnée. Je suis surprise parce que Étienne Blanc est quelqu'un d'érudit. Et pourtant, il se permet de réécrire l'histoire. Alors, il s'en est défendu, puisque c'est vrai que parfois les propos vont très très vite, mais il a été au-delà de ça. Et puis, on lui connaît malgré tout il ne vient pas de nulle part. Il a eu des amitiés avec Charles Millon et autres. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas étonnée. Et c'est aussi pour cette raison que je suis très heureuse d'avoir fait ce choix d'entre-deux tours, parce qu'il y a des lignes rouges. Et ces lignes rouges, elles sont constantes. Et je me réjouis de la réaction, effectivement, de la droite modérée, qui a pris ses responsabilités. Nous sommes, encore une fois, dans une époque qui est très particulière. Ça démontre aussi à quel point peut-être la lecture des phénomènes aujourd'hui et de la façon dont la société réagit n'est pas forcément la bonne. Moi, j'ai eu raison et j'en suis contente. Raphaël, on sent bien que l'histoire des propos sur Éric Zemmour, sur la France de Vichy, a finalement été plus une aubaine pour une partie de ses troupes. Ça peut profiter à qui de mettre Étienne Blanc sur la touche ? Alors, c'est pas seulement une aubaine, c'est-à-dire que il y a effectivement le groupe LR à droite se posait la question de savoir si Étienne Blanc serait le prochain maire de Lyon. Est-ce que c'est leur bon candidat pour incarner l'avenir ? Et quand on a un candidat qui commence à s'interroger sur la pertinence de réhabiliter le maréchal Pétain vis-à-vis de sa politique sur les Juifs, pour Lyon, c'est sûr que c'est pas un profil exceptionnel. Donc c'est pas une anecdote, c'est-à-dire qu'ils sont c'est quand même sur des propos. Étienne Blanc a dit qu'il a été piégé. Oui, il a été piégé, mais il a été piégé parce qu'il a joué au con. On se fait toujours piéger parce qu'on joue au con sur ce type de choses. Donc il y a une réaction qui est quand même liée à ces propos. C'est pas seulement un prétexte. Après, c'est vrai qu'on a eu le sous-texte qui était de nous dire on a le problème d'un Étienne Blanc qui ne travaille pas depuis qu'il est
comme chef de l'opposition depuis les municipales, en gros qui ne préparent pas l'avenir, et puis des jeunes peut-être un peu plus ambitieux, notamment le maire du 2e, qui visent les prochaines municipales et se disent bon bah il faut tourner la page. De ce point de vue-là, ça a été un peu la cata parce que il se crée un psychodrame, il se crée des haines pour plusieurs générations. Donc je ne suis pas sûr qu'ils préparent bien leur avenir en ayant monté ce coup de cette manière-là. Karine, rapidement sur ce volet du travail, vous avez connu plusieurs présidents de groupe, que ce soit à la ville ou quand vous étiez à la métropole de Lyon. Quel est le rôle exact d'un président de groupe? Est-ce qu'il faut quelqu'un qui bosse, qui se met le nez dans les dossiers ou qui finalement, chef, distribue les tâches? Alors tout dépend où est-ce que vous vous situez et quelle est l'ambition du mouvement en question. Vous étiez dans la majorité. Il y a toujours un temps d'avance à prendre sur les idées et un travail à faire en amont d'échéances ou aux côtés ou à côté parfois d'élus qui travaillent. Donc oui, il faut travailler, il faut aussi aller chercher les signaux faibles, il faut garder un pied dans la société et être à l'écoute pour, encore une fois, préparer et réfléchir à des choses qui sont nouvelles. Et je parlais tout à l'heure de l'accélération du temps, encore plus aujourd'hui. Donc c'est un rôle qui n'est pas neutre, d'animation aussi des forces en place. Donc c'est un travail de liaison. Vous ne pouvez pas vous faire l'économie d'être au rendez-vous. Et Romain, pour conclure, on voit qu'Étienne Blanc est toujours dans le groupe, donc il risque d'y avoir potentiellement des réunions un peu gênantes. Certains conseillers municipaux sont pro-blanc, d'autres anti-blanc. Est-ce que la droite lyonnaise qu'on nomme affectueusement la droite la plus bête du monde, n'est-elle pas grillée pour 2026? Alors, je ne sais pas si c'est la droite française qui est la plus... Mais la lyonnaise, elle est pas mal. Ouais, on dit ça de la gauche avant. Actuellement, on peut dire des deux, parce qu'à droite comme à gauche, c'est un tel désastre. Et je pense que, je me souviens très bien d'avoir parlé avec Étienne Blanc, il disait l'état de la droite est tellement dramatique, donc je pense qu'il y a une forme de lucidité. Je pense qu'effectivement, toute une partie des troupes de la droite à Lyon soupçonnaient Étienne Blanc de préparer un coup de ralliement à Éric Zemmour. Ouais. Il le soupçonnait à tort ou à raison. Enfin, il passe son temps à déjeuner avec lui, il est à Paris tout le temps pour le soutenir, il fait partie de l'équipe, des proches, tout ça. Et surtout, ils lui ont posé la question. Oui. Ils lui ont demandé de s'engager à ne pas rallier Éric Zemmour pendant la campagne, et Étienne Blanc a refusé de s'engager. Oui. C'est pour ça qu'ils ont... Non, mais c'était lié aussi au fait que très tôt, il avait dit qu'il faut qu'il participe à la primaire de la droite. À Lyon, ça avait été le premier. Voilà. Cet été, il l'avait dit. Il l'avait dit très tôt, mais oui, mais enfin, oui. Donc effectivement, il y avait il y a une inquiétude très très forte, à mon avis, pour ces gens qui sont de la droite traditionnelle et qui se disent tout d'un coup, on va se faire entièrement, on va être pris complètement en étau entre La République en marche et Zemmour. Et on n'aura plus une place. Si les gens de chez nous partent chez Zemmour, on n'a plus aucun espace. Surtout que l'ancien... Enfin, il y a plein de gens à Lyon, à cause probablement de Marion Maréchal Le Pen, ou grâce à Marion Maréchal Le Pen, qui sont tentés aussi par l'affaire Zemmour, parce qu'ils sont très très mal... On a vu la façon avec laquelle Muriel Cotivy, l'ancienne secrétaire départementale du RN, a été traitée par les instances nationales. Ils l'ont éjectée comme ça pour rien, et probablement parce qu'ils la soupçonnent d'être trop proche de Marion Maréchal Le Pen. Donc, ces gens-là qui sont la portion congrue, enfin, faut se souvenir qu'ils ont fait 18%, la droite, au municipal, alors que Michel Avart, qui était quand même pas, a fait 34%. Donc ils sont déjà dans une situation politique extrêmement difficile, où ils ont perdu tout. Et là, ils se disent, si en plus on se fait recouvrir par Zemmour, c'est fichu. Donc ils ont éjecté Étienne Blanc pour se prémunir de ce risque-là. Mais évidemment, derrière tout ça, il y a le rôle mystique et mystérieux de Laurent Wauquiez, parce que quand même, le communiqué final de Étienne Blanc, c'est très très dur à l'égard de Laurent Wauquiez, ce qui là est un peu surprenant. Allez, changeons de sujet. Il y avait un procès très attendu cette semaine à Lyon, le tribunal administratif qui devait déterminer si la préfecture du Rhône et la mairie de Lyon avaient fauté dans leur gestion de l'insécurité en centre-ville. Ce sont deux collectifs que vous connaissez, Presqu'île en colère, Lyon en colère, qui avaient réussi à traîner le préfet et le maire devant la justice, mais qui ont connu une douche froide durant l'audience, puisque le rapporteur public a indiqué qu'il ne voyait pas de carence des autorités face aux rodéos, aux agressions, aux nuisances qui sont parfois quotidiennes. Le tribunal se prononcera d'ici 2 semaines, mais pourrait en plus se déclarer incompétent. Alors Raphaël, c'est pas parce que c'est la faute de personne qu'il n'y a pas de problème.
Non, mais c'est sain que le politique soit sous le contrôle du judiciaire. Mais là, on a voulu faire les choses à l'envers, parce que le judiciaire ne peut pas se substituer au politique. Ils sont inspirés du procès du siècle en matière de l'affaire du siècle. Non, mais puis l'État qui a été condamné pour inactivité en matière environnementale. Pourquoi l'État est condamné? Parce qu'il prend des engagements internationaux et qu'il ne met pas en œuvre les politiques pour les atteindre. Donc là, le tribunal peut se prononcer. Il a des textes. L'État, vous avez dit que vous allez faire ça et vous ne le faites pas. Donc je vous condamne. Mais là, en la matière d'insécurité en centre-ville, qu'est-ce que peut dire le tribunal? À quel moment les riverains en colère ont obtenu un engagement des autorités locales pour dire on va faire ça et ne l'ont pas fait? Non, et alors même, j'étais très étonné de l'argument de l'avocat. Il disait nous, on ne demande pas des sanctions, on demande que les troubles cessent. C'est très bien ça, mais ça c'est de la politique. Il faut trouver des mesures. Le tribunal il est incapable de dire quelle politique sera en capacité d'arrêter les troubles sur la place Bellecour. Donc c'était un procès médiatique, mais la justice ne peut pas tout faire. Karine, vous évoquiez tout à l'heure le calendrier électoral qui chamboule un peu tout. Avec la présidentielle, on peut imaginer que des consignes sont passées aux préfectures de la part de Gérald Darmanin pour essayer de calmer un peu le tout, pour éviter que ça s'embrase. On a pu le voir sur d'autres dossiers comme les tirs à la Duchère, le cas des Dalton. Est-ce que vous pensez que là, ça peut être le cas également sur ce volet-là ? Sur des questions aussi difficiles, il faut que l'État travaille main dans la main avec les élus de proximité. Ce n'est pas l'État ou les élus de proximité, ce sont les deux qui doivent effectivement collaborer pour affronter des phénomènes qui sont nouveaux, qui sont difficiles à enrayer. Et je crois que ce qu'il faut surtout retenir, ça n'est pas cette bataille là, mais la notion de responsabilité politique à un moment donné dont on doit faire preuve, ou en tout cas sur lequel il faut donner des signes, se sentir concerné, encore une fois aller à l'écoute lorsque une association pointe un problème qui n'est pas nouveau. Ce problème existe depuis plus de 2 ans maintenant. Pour trouver des solutions et des solutions nouvelles, créatives. Donc, plutôt que de s'affronter, là, il faut plutôt, au contraire, faire ensemble. Donc, le résultat n'est pas surprenant. On ne s'attendait pas à autre chose. Ça permet d'en parler certainement. Donc, il y a probablement un bénéfice aussi au fait de faire ressortir les faits et le mécontentement et que c'est bien présent. Mais la solution, elle passera par là, l'apaisement, et puis travaillons ensemble pour que les choses s'améliorent. Ça demande aussi de la prévention. Ça n'est pas simplement, et ça demande aussi un peu de créativité sur les dispositifs à prendre. Ça n'est pas simplement de la vidéosurveillance, c'est de la vidéosurveillance plus un travail de terrain, plus pour obtenir du résultat. Est-ce qu'il faut pour autant cloisonner un centre-ville à un moment donné, à certains moments, peut-être pendant un temps, puisqu'il ne faut surtout pas laisser une nouvelle normalité s'installer. C'est-à-dire lorsque l'on permet des actes de se faire, eh bien, ça installe la possibilité de le faire. Donc il faut quand même aussi, à un moment donné, marquer le coup et dire non, ça n'est pas possible, non. Et la fermeture de la rue Rio, par exemple, ça avait été ça. C'était l'ancienne majorité. Oui, avec un certain moment, oui, pour montrer que ça n'était pas possible, pour faire acte un peu d'autorité vis-à-vis de... Et ça, c'est vrai dans plusieurs quartiers, pas seulement sur le centre-ville, mais également sur des communes en périphérie, sur l'ouest lyonnais. On voit maintenant beaucoup plus de débordements qui proviennent de la Duchère. Donc c'est une attention à ne... Il faut fixer des limites, parce que sinon ça devient très clairement ingérable. Il faut fixer les limites et faire de la prévention, et faire du terrain, et le faire ensemble, État, élus, et quelles que soient les majorités d'ailleurs. Ça n'est pas une question pour le coup de... Mais là, il y a eu une évolution, parce que comme vous le disiez, ça date d'il y a 2 ans, parce que je crois que la plainte a été déposée en 2019, et à l'époque, c'était pas du tout ce sur quoi on débat actuellement. En fait, je crois que leur idée, c'était il y a des gens qui parlent trop fort, qui font vrombir les moteurs, et tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, c'est plutôt, il y a les Dalton, ils vont faire
ils vont tuer quelqu'un avec leur rodéo. Et donc, en fait, eux-mêmes Presqu'île en colère s'est trouvée elle-même un peu dépassée par sa propre plainte, parce qu'elle a changé complètement de nature. C'est pas du tout la même chose d'avoir, si dans la nuit est calme, mais que vous avez 5 motards qui défilent à 110 sur l'avenue, sur la rue Victor Hugo, c'est pas du tout la même chose que si vous avez des bars qui sont en permanence ouverts et les gens hurlent et on peut pas dormir au-dessus. C'est pas du tout la même problématique. De toute façon, c'est de la tranquillité publique et évidemment, c'est extrêmement dur à obtenir parce qu'il faut qu'on ait l'idée individuellement, on ait l'idée du bien commun. C'est quand même très difficile quand vous êtes là en sortant d'un bar de penser naturellement, alors vous vous amusez, vous avez un peu d'alcool dans le sang, de penser aux vieilles dames qui dorment 4 étages au-dessus. C'est difficile et pourtant c'est nécessaire. Mais en même temps, quand vous êtes là et que vous n'avez rien pour gagner votre vie, si on vous donne la possibilité de vendre au noir des cigarettes, au nom de quoi vous y renonceriez ? Vous avez ça ou rien. Donc évidemment, c'est absolument nécessaire que chacun prenne en compte c'est l'esprit public. Et évidemment, c'est très très dur à obtenir, l'esprit public. Parce que l'esprit privé, on voit bien. Et le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, oui. On suivra la décision du tribunal administratif dans 2 semaines. Dernier sujet du jour qui concerne Interpol, qui pourrait bien quitter Lyon, implanté dans le 6e arrondissement depuis 1989. Le siège de la police internationale est en sursis, puisqu'il faudrait débloquer des fonds publics pour l'aider à s'agrandir. Sinon, Interpol irait ailleurs, probablement aux Émirats Arabes Unis. Sur ce dossier, on sent que les écologistes de la mairie, de la métropole, ne sont pas super chauds pour sortir le chéquier, contrairement à la région. Karine, vous avez été adjointe au maire chargée des relations internationales. Est-ce que c'est vraiment important de conserver Interpol à Lyon ? Ça fait partie des emblèmes. Et lorsque vous arrivez à maintenir dans votre territoire des instituts comme Interpol, avec une renommée internationale au même titre que d'autres, on a récemment l'Académie de l'OMS, ce sont d'abord des dossiers qu'il faut traiter au long cours et il faut énormément d'engagement pour obtenir du résultat. Interpol est un arbre qui cache d'autres possibilités. C'est-à-dire que si vous maintenez Interpol à Lyon, ça permet à d'autres acteurs de renommée de se dire Lyon est potentiellement une ville où je peux m'installer et vous créez un écosystème justement avec des acteurs qui se ressemblent. Moi, je suis extrêmement chagrinée par le fait de sentir notre métropole et notre ville rétropédaler sur ces logiques pas seulement d'attractivité dans un sens qu'on pourrait qualifier de négatif, c'est-à-dire croître pour croître, mais au moins pour avoir des actifs au cœur de la ville qui contribuent aussi à ce que nous souhaitons faire. Ça peut très bien être des acteurs d'une autre nature qui correspondent à un projet politique en faveur effectivement d'une meilleure empreinte environnementale, etc. Ce sont des fleurons et ça cache également tout le malaise que nous avons avec la DERLI en ce moment. Sur cette agence qui fait notre rayonnement, qui va chercher des emplois, qui enrichit notre tissu économique ou parce que ce n'est pas qu'économique, c'est aussi, ça peut être dans l'enseignement, ça peut être dans la solidarité, ça peut être dans tout un tas d'éléments qui font la texture de notre écosystème local. Je trouve que l'attention n'est pas assez forte et qu'on ne peut pas laisser passer des dossiers comme ça. Alors, à quel coût ? Peu importe, on n'est jamais tout seul parce que c'est un problème qui dépasse largement le local. C'est aussi une question pour l'État de laisser partir Interpol dans un autre pays, en particulier celui auquel on pense. Et là aussi, le dossier n'est pas nouveau, c'est juste la façon dont on se bat derrière qui est très différente. Et là, j'avoue qu'effectivement, je regrette qu'il n'y ait pas plus ni d'engagement, ni de compréhension de l'importance de ce que cela représente. Raphaël, vous ne pensez pas que ça serait plus simple s'il n'y avait pas aussi la problématique du futur dirigeant d'Interpol, dont on sait qu'il est potentiellement soupçonné de crime. Il y a le député du Rhône, Hubert Julien Laferrière, qui se bat pour que ce seul candidat, c'est l'unique candidat, ne soit pas élu. Si ça avait été quelqu'un d'autre, une autre nationalité, un autre profil, ça aurait été plus simple ? Je crois que c'est la vraie question sur Interpol. Ce qui a été dit en matière de rayonnement pour la ville, pour l'intérêt de la ville d'avoir Interpol, c'est évident. En termes de rayonnement, même si ce n'est pas très connu que ce soit à Lyon, ça a un intérêt pour la ville. Mais on posait la question dans l'autre sens. Vous savez qui fait son retour à Interpol, qui a fait son retour en octobre ? Quel pays ? La Syrie de Bachar el-Assad. Interpol,
C'est une institution qui s'est installée à Lyon. Pourquoi elle s'est venue à Lyon? Parce qu'elle pensait que c'était confortable, mais surtout discret. Qu'on pourrait avoir cette action internationale qui se ferait un peu à l'abri du regard, à l'abri de la société civile. Donc moi, j'inverse la question, c'est est-ce que Lyon, au nom de l'intérêt général, fait ce qu'il faut pour mériter Interpol? Et fait ce qu'il faut, ça veut dire s'intéresser à ce qui s'y passe. Interpol, c'est un outil qui est utilisé pour plein de choses extrêmement importantes, évidemment, en matière de lutte contre le terrorisme notamment, mais aussi qui est utilisé par toutes les dictatures du monde pour persécuter leurs opposants. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu à Lyon, alors que c'est nous qui pourrions nous saisir de ce sujet-là et le faire monter et faire en sorte que ça change. Donc oui, la question de savoir qui sera le prochain président, oui, la question de savoir à quoi servent les notices rouges, quand est-ce qu'un militant des droits de l'homme ouïghour ou iranien est arrêté et va mourir, parce qu'on a eu des cas de notices rouges qui ont conduit à l'interpellation et à des disparitions de militants des droits de l'homme. Je vous rappelle qu'on a même eu des journalistes, même français, qui se sont fait interpeller par des notices rouges parce que des pays autoritaires n'avaient pas apprécié leur travail. Alors il y a Interpol a évolué ces dernières années, ils ont mis en place des systèmes de recours, c'est-à-dire que maintenant on peut quand même se saisir quand on a une notice rouge sur soi, mais il y a très peu de transparence sur ce qui s'y passe. On pourrait rajouter aussi un autre sujet, c'est le financement d'Interpol, on en a parlé. Pourquoi Interpol est aussi en demandeuse d'argent de pays autoritaires? C'est que les démocraties financent de moins en moins, un peu aussi pour peut-être ces raisons, et que Interpol arrange pas son cas en allant chercher de l'argent du lobby du tabac, du lobby pharmaceutique, de la FIFA, avec des conséquences aussi sur les politiques menées par Interpol. On parlait de trafic de cigarettes. À un moment donné, Interpol se préoccupait plus de savoir si les cigarettes qui étaient sur le marché avaient bien le label des fabricants et luttaient peu contre la fraude fiscale des fabricants qui nous ramènent sur le marché des vraies cigarettes mais qui n'auraient pas payé leurs taxes. Des sujets qui sont un petit peu complexes, mais sur la pharmacie, c'était des sujets aussi passionnants sur la question des brevets. Interpol était plus du côté des laboratoires pharmaceutiques qui font respecter leurs brevets, plutôt que des puissances émergentes comme l'Inde ou le Brésil, qui vont produire des génériques et qui sont en conflit sur la notion de brevet avec l'industrie pharmaceutique. Donc moi, je trouve que pour mériter Interpol, Lyon doit être à la hauteur sur toutes ces questions. Oui, mais enfin, à la fin, Interpol, c'est la police. C'est normal que les Verts ne soient pas à fond, parce que si vous voulez, les Verts, traditionnellement, c'est pas la police, pas le... puis c'est l'international et c'est pas non plus un truc de Verts. Derrière tout ça, c'est de l'argent public, c'est régalien, c'est de l'argent public. Donc on peut se dire, c'est la métropole, c'est l'État. C'est de l'argent public, à la fin, de toute façon, c'est les impôts des gens qui vont payer pour cet espace régalien. Alors évidemment, cette espèce de mini-guerre, là, c'est entièrement un truc politique comme on a eu ça 15 fois depuis que les Verts ont pris la tête de la métropole et de la ville de Lyon. Avec Laurent Wauquiez. Oui, avec Laurent Wauquiez, bien sûr, 1000 fois, avec Darmanin, avec Julien de Normandie sur la viande. Enfin, ils ont pris à un moment une espèce de puissance politique, les Verts en gagnant Lyon et la métropole. Ça inquiète en partie la République En Marche et le gouvernement qui manifeste toutes ses possibilités pour montrer son opposition. Ça me paraît tout à fait normal et ça restera à la fin du financement public avec les impôts des gens. Point. Karine, le mot de la fin, rapide, parce qu'on a déjà un peu dépassé. Je vous ai vu acquiescer à ce qu'a pu dire Raphaël. Je crois que le point le plus essentiel, c'est vous, Raphaël, qui l'avez soulevé, c'est de quelle manière Interpol est un outil politique dans lequel il faut s'investir aussi. Et la question des financements est un vrai sujet, d'où le fait que ça dépasse largement la question du local. C'est une question d'État, pour le coup, et une question de géopolitique. Donc je trouve que ce point était effectivement très, très pertinent. Non, ça n'est pas... C'est pas régalien ? Si, c'est régalien, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas simplement pour pointer l'exécutif aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est Interpol comme d'autres... C'est pas seulement Interpol, c'est qu'on a également le manque d'attention sur d'autres dossiers d'attractivité. Quand le gouvernement c'est un ensemble, et oui, je pense que les Verts doivent s'intéresser à la sécurité au même titre que la droite doit s'intéresser à l'environnement. Enfin, faut arrêter de ranger les choses de manière aussi oui, mais enfin là, simpliste. On peut être sûr que si le gouvernement dit vous devriez vous intéresser plus à ce dossier-là, ils ont un sous-texte qui est regardez, les Verts ne s'intéressent pas à la sécurité. C'est quand même clair comme de l'eau de roche. Allez, on arrive au terme de notre émission. Merci pour votre fidélité. L'actualité se poursuit sur lyonmac.com. N'oubliez pas de voter pour le Lyonnais de l'année. Le scrutin est toujours en cours sur le site. Il est indécis. À vendredi prochain.